Ce journal vous est présenté par Lidvin Mafuta Kalumba. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour cette dernière édition d'information de la soirée sur Digital Congo. Ce mercredi, la France et la République démocratique du Congo ont signé le premier contrat de désendettement et développement d'une valeur de 106 millions d'euros. Ce nouvel accord financier vient de renforcer le solide partenariat entre Kinshasa et Paris. Parmi les objectifs poursuivis dans ces contrats figurent la lutte contre la pauvreté et le soutien d'une croissance durable. Plus de détails avec Rita Bituta-Chikai. La République démocratique du Congo et la France veulent approfondir le dialogue autour de leur politique de réduction de la pauvreté et renforcer ainsi un partenariat déjà riche, une détermination qui vient d'être soutenue par la signature du premier contrat de désendettement et développement C2D de 106 millions d'euros entre les deux pays intervenus ce mercredi entre le ministre délégué en charge des Finances Patrice Kitebi et Yamina Benguigui, ministre délégué en charge de la francophonie du gouvernement français. Lutter contre la pauvreté et soutenir une croissance économique durable, tels sont les objectifs de ce C2D qui permettra de mettre en œuvre des projets dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'accès à l'eau potable et de la gouvernance financière. C'est une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, la formation professionnelle est à la base de la croissance économique. La formation professionnelle permet à ce que nous puissions disposer d'une main-d'œuvre qualifiée au service des entreprises qui, elles, sont créatrices des emplois et donc de lutte contre la pauvreté. Vous savez que le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est de donner de l'emploi aux gens. La conclusion de ce contrat est le résultat des efforts accomplis par la RDC depuis plusieurs années pour assainir son cadre macroéconomique et renouer avec la communauté des fonds internationaux. Déjà, des études de faisabilité sont en cours dans les secteurs définis par les C2D afin d'assurer une mise en œuvre rapide de ce financement. Toujours dans le secteur financier, sachez que des mécanismes seront mis en place très bientôt pour assurer le bon comportement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Ce sujet a d'ailleurs été débattu ce mercredi lors de la réunion sur le suivi et l'évaluation de la mobilisation de recettes. Notez que la taxe sur la valeur ajoutée a contribué à hauteur de 42% au budget de l'État. Une fois de plus, Rita Bituta nous en parle. La comptabilité et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée étaient au cœur de l'évaluation de ce mercredi au ministère des Finances avec les régies financières. Vu son apport dans le budget de l'État, le gouvernement tient au bon comportement de cette taxe. À cet effet, des mécanismes seront mis en place d'ici la fin du mois de juillet en cours. Pour l'exercice 2013, la TVA a contribué à hauteur de 42% au budget de l'État, une contribution jugée importante par rapport à l'ICA, impôt sur le chiffre d'affaires. Le ministère des Finances et les régies financières ont examiné la question pour que l'application de cette taxe soit de plus en plus efficace. À cet effet, un atelier est prévu d'ici la fin du mois, a annoncé Roger Chulungu, vice-ministre des Finances. Nous avons fait une évaluation de cette taxe à fin juin 2013 et compte tenu de la problématique sur sa comptabilisation et son mode de remboursement, la Troïka politique avait pris la décision d'organiser un atelier au cours duquel seront traitées toutes les questions qui se posent sur la comptabilisation et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cet atelier sera tenu vers la fin de ce mois. En ce qui concerne les assignations pour le mois de juillet, le vice-ministre estime que celui-ci va être mieux que juin dernier. Environ 330 milliards de francs congolais sont attendus en termes de mobilisation des recettes.
Tenue exceptionnellement ce mercredi, la Troïka stratégique s'est penchée sur 2 points importants, à savoir l'émergence de la classe moyenne et les soutiens que le gouvernement compte apporter aux banques commerciales pour faciliter leur implantation. Écoutez à cet effet le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko-Samba, au micro de Rita Bitota. Les 2 points particuliers concernent le premier, l'émergence des classes moyennes. Nous avons annoncé à la dernière réunion de la Troïka stratégique cette instruction du chef de l'État qui demande donc au gouvernement de préparer une série de mesures, y compris des mesures légales, pour faire émerger les classes moyennes congolaises. Parce que vous remarquerez aujourd'hui qu'il y a très peu d'entrepreneurs congolais dans le secteur, qu'il s'agisse du commerce de gros, qu'il s'agisse de transport, qu'il s'agisse citez-moi un secteur et vous y trouvez très peu d'entrepreneurs congolais travaillant à grande échelle. Donc ça c'est le point que nous avons examiné en regardant la première ébauche d'une note qu'a présenté Monsieur le ministre des Finances. Le deuxième point qui est aussi un peu lié à celui-là, c'est l'accompagnement que la Banque centrale du Congo et le gouvernement doivent apporter aux banques commerciales pour faciliter leur implantation en province, ce qui va d'un côté faciliter l'opération de la bancarisation de la paix et d'un autre côté accélérer la bancarisation de l'économie dans son ensemble, parce que il est écrit dans aucun livre, ni dans la Constitution, ni dans la Bible, ni dans le Coran, que si l'on vit en milieu rural au Congo, on ne peut pas avoir accès aux services bancaires. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci du programme d'action prioritaire, le PAP, renforcé dans le domaine des infrastructures des travaux publics, qui a fait l'objet d'une revue ce mercredi 10 juillet. Il s'agissait pour les participants de faire un état des lieux de la situation dans les secteurs, évaluer les progrès réalisés en 2012 et dans le premier trimestre 2013 en relevant les contraintes et difficultés. Les explications avec Jules Kaboula. 3 ministres étaient présents à cette revue à mi-parcours du programme d'action prioritaire du secteur des infrastructures et des travaux publics. Célestin Vunabandi, ministre du Plan, puis Fridolin Kaswichi, ministre des Tutelles, explique aux participants l'objectif que vise cette journée. Ils comprennent alors qu'ils doivent faire un état des lieux de la situation dans le secteur des infrastructures et des travaux publics, évaluer les progrès réalisés en 2012 et dans le premier trimestre 2013, mettre à jour les difficultés et contraintes, apprécier l'intervention du gouvernement et des partenaires au développement pour en arriver à définir des nouvelles politiques d'intervention, prenant en compte le chronogramme et les moyens requis. Pour arriver à ces résultats attendus par le gouvernement, les participants se sont mis en 3 groupes. Le premier s'est occupé des objectifs sectoriels et l'organisation de la mise en œuvre du programme d'action prioritaire. Le deuxième groupe s'est penché sur la question des finances. Et le troisième, lui, s'est occupé des mécanismes de suivi et évaluation, sous-secteur par sous-secteur. Il ressort de ces travaux en termes de recommandations que pour la réussite de cet ambitieux programme, il est nécessaire de créer un fonds de financement des infrastructures de transport sur base d'une quotité minimale du budget annuel du PIB. Qu'il faille que la loi sur le partenariat public-privé au pays évolue afin de donner plus de garanties aux investisseurs privés, autant qu'il faille aussi un budget à la hauteur des ambitions des infrastructures en RDC. Sur les plans des travaux, les participants proposent la promotion et l'émergence des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la stratégie des protections des routes. Ils demandent également une inclusion du plan de gestion environnementale et sociale des ouvrages. Au chapitre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, les recommandations formulées font savoir qu'il faut prendre en compte les actions prévues dans le programme d'action prioritaire renforcé et puisqu'on n'invente pas la roue, ils proposent une formalisation et l'élaboration de la politique nationale sectorielle en se référant aux documents qui existent déjà.
Toujours dans les secteurs des infrastructures, sachez que le ministre des tutelles, Fridolin Kassouchi, a reçu la visite du gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi. Ils ont évoqué ensemble des avancées réalisées dans le domaine des travaux publics dans sa province. Et juste après, Fridolin Kassouchi, ministre des Travaux publics, s'est entretenu avec le gouverneur de la province de l'Équateur. Celui-ci est venu expliquer au ministre sa vision dans le domaine des infrastructures pour sa province. Le condensé avec Jules Capla. Sur la route nationale numéro 2 qui va de Kisangani à Bouta et la route nationale numéro 4, les conducteurs font face à ce jour à d'énormes bourbiers auxquels il faut vite s'attaquer, en même temps que la relance de l'entretien de ces routes, prévue sur 4 ans, devra être effectuée. Le ministre Kassouchi et Jean Bamanissa évoquent également l'état de la voirie de cette province avec la fin d'une première partie de bitumage de près de 4 km de route à Kisangani et le début prochain de la même opération pour la ville de Bunia. On voudrait justement que cette voirie urbaine, par une bonne gouvernance urbaine, puisse être effective. C'est la route, mais la route ne suffit pas seulement, il faut l'entretenir, il faut la protéger, il faut la gérer. Donc tout cela est en train d'être mis en place avec les autorités locales pour une appropriation et une pérennisation des ouvrages. Quelques heures plus tard, autre jour, mais même décor. Cette fois, c'est le nouvellement élu gouverneur de la province de l'Équateur qui est en face du ministre en charge des travaux publics. Encadré de ses différents collaborateurs qui ont présenté la situation actuelle des différents chantiers dans cette province, le ministre Kassouchi rassure son hôte de son vœu d'améliorer l'état des routes dans cette partie du territoire national. J'étais heureux de me rendre compte que l'Équateur n'a pas été oublié. L'Équateur se trouve bel et bien dans le programme du gouvernement central, mais le gouvernement central seul ne pourra pas tout faire. Parce qu'à la faveur de la décentralisation, le gouvernement provincial doit également ajouter sa part. L'Office de voirie et drainage, l'Office de route, la cellule infrastructure ont tous différents projets qui vont permettre d'atteindre ce résultat. 1,5 milliard de francs congolais, c'est le montant que vient de débloquer le gouvernement central pour la campagne agricole au Kassai oriental. Et c'est le gouverneur de la province, Alphonse Ngoï Kassanji, qui a fait personnellement des déplacements de Kinshasa pour signer ces contrats avec le ministre de l'Agriculture, Jean Kézostom Bahamouti. Plus de détails avec Yvon Mouya. Avec ce financement, le gouvernement central vient renforcer un secteur agricole déjà placé parmi les priorités au Kassai oriental. La balle est dans votre camp. Donc moi, j'attends dès la première occasion, à cette date du 10 juillet, et que nous verrons les 11 000 tonnes de maïs. J'aurai peut-être le privilège de griller le premier qui va gémir. 1,5 milliard de francs congolais, c'est le montant que le ministère de l'Agriculture débloque en première tranche sur un total de plus de 6,5 milliard de francs congolais. De quoi donner à Alphonse Ngoï Kassanji à son gouvernement provincial les moyens de réaliser plusieurs projets de production de maïs, du riz, du bétail ou encore dans la pisciculture. Le gouverneur du Kassai oriental se réjouit. Mon message, c'est d'abord de remercier le président de la République qui a donné cette impulsion pour relancer notre agriculture et également le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Agriculture. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la première fois que nous voyons le gouvernement de la République mettre à la disposition des provinces de l'argent, des moyens conséquents. Nous ferons en sorte que la production puisse monter et quand la production monte, c'est-à-dire il y a l'abondance sur le marché et le prix va baisser. Donc nous allons donner la nourriture à notre population à moins cher. Car sur place déjà, Ngoï Kassanji prêche par l'exemple. Ce contrat de financement ne vient que renforcer sa détermination à lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire au Kassai oriental.
Et de son côté, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamagnissa Saïdi, a signé récemment avec ses homologues de 2 provinces sud-soudanaises un accord cadre de coopération, lequel a pour objectif d'encourager la collaboration entre les services de sécurité, mais aussi de promouvoir et d'améliorer la coopération entre la province orientale et les provinces sœurs qui partagent une frontière commune. Plus de détails avec Elda Along et Bébé Diankoul. 3 jours ont suffi pour Jean Bamagnissa, gouverneur de la province orientale, et ses homologues du Sud-Soudan de décider sur la création de conditions favorables à l'épanouissement de leurs 2 peuples. Ainsi, ils ont signé un accord de collaboration basé sur la politique de bon voisinage et la fraternité, comme le souligne Jean Bamagnissa. Le récent accord cadre de coopération du 21 avril 2013 est un instrument qui jette les bases pour la recherche de solutions à tous les problèmes sécuritaires, économiques, socio-culturels et des développements économiques qui pourraient exister dans nos relations de fraternité. C'est ainsi que ces assises doivent nous offrir l'opportunité de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement de nos populations respectives. Clément Wani, gouverneur de Centrale Équatoriale au Sud-Soudan, salue cette initiative. Parce que s'il y a de la souffrance en RDC, le même souffrance vont aussi aller au Sud-Soudan et même dans d'autres républiques qu'il a citées. La réhabilitation des routes est très importante car elle va faciliter le trafic entre les provinces sœurs, a déclaré Joseph Bangassi, gouverneur de Western Equatoria. Nous avons l'intention, le désir, le souhait de pouvoir ouvrir nos routes afin que la circulation de biens, de marchandises et de personnes se passe librement entre nos 2 pays. Notez que la province orientale de la RDC et les provinces sœurs Centrale Equatoria et Western Equatoria du Sud-Soudan se partagent une frontière commune longue de 736 km. Désormais, les villes de Tshisekedi en Angola et Kamako en République démocratique du Congo, précisément au Kassai occidental, sont de nouveau fréquentables. Les frontières de ces 2 villes ont été ouvertes officiellement hier mardi. Sonia Lukusamugalu pour de plus amples détails. C'est par le poste frontalier de Tshisekedi-Tanda que les gouverneurs Alex Kandé-Mupompa du Kassai occidental côté RDC et Ernest Mwangalo de Lunda Norte côté Angola ont procédé à l'ouverture des frontières situées à plus de 230 km de Dundo et de Chikapa. Cérémonie similaire au poste frontalier de Kamako-Chisanda à 150 km de Chikapa et plus proche de Dundo à 14 km. François Béa Kassonga, directeur général de la DGM, empêché à la dernière minute pour des raisons de santé, s'est fait représenté à cette double cérémonie par Jacques Ikwa, directeur de la police des frontières. Ce double événement traduit la volonté des 2 gouverneurs de promouvoir le bien-être de leurs populations respectives à travers une circulation libre, fluide et sécurisée. Alex Okandé et Ernest Mwangalo ont surtout attiré l'attention de la population sur la nécessité de régulariser son séjour conformément au texte en vigueur sur la migration. L'ouverture officielle des frontières permettra de faciliter les échanges commerciaux, économiques et culturels, ce qui va fortement contribuer au développement de nos 2 provinces. Je vous invite donc, nos 2 populations, à vous conformer scrupuleusement à toute la réglementation mise en vigueur aux frontières et de mettre fin à toute forme d'immigration clandestine. Ils ont rendu hommage ainsi au président Joseph Kabila et Eduardo Santos pour leur implication dans ce dossier. S'agissant des conditions à remplir pour accéder aux frontières, il faut au préalable se munir d'un laissez-passer dont le coût s'élève à $5 pour la République démocratique du Congo et 20 pour l'Angola. Ce document, qui ne s'achète qu'une seule fois au poste d'entrée, est pour une durée de 72 heures. Et il faut retenir que ces événements sont l'aboutissement d'un long processus qui couronne ainsi les efforts du gouverneur Alex Okandé-Mupompa de désenclaver le Kassai occidental. Ce qui n'a du reste pas laissé indifférentes les populations des 2 pays qui ont chaleureusement salué l'ouverture à des 2 frontières. Et dans l'est du pays, la situation sécuritaire est restée tendue, mais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le mouvement du 23 mars et les Mai Mai s'affrontent et ces attaques perturbent la quiétude de la population de Kanyaruchiina et qui afflue vers Goma. Pendant ces temps, la MONUSCO annonce l'arrestation du général Mai Mai Mandefu Kasereka Lianabo, cerveau moteur de l'attaque perpétrée
à la prison de Béni le 1er juillet dernier. C'est l'essentiel du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi, compte rendu avec Espérant Daniel Kamboulou et Rémi Diakobiko. Jugée tendue la semaine dernière, la situation sécuritaire au Nord Kivu est restée sous contrôle des forces armées de la RDC appuyées par la MONUSCO. Précision du porte-parole militaire de la MONUSCO. Les rebelles du M23 comme les Maïmaï ne cessent de commettre des exactions à l'est du pays. 40 jeunes hommes accusés de collaborer avec les Maïmaï Nyatuga à Rutshuru ont été arrêtés par le M23 le 5 juillet. Les positions de ces rebelles ont été attaquées à Kanyaruchina le 6 juillet et le 10 juillet par des hommes en uniforme, une situation qui entraîne le déplacement massif des populations vers Goma. D'autre part, le général Mandefou Kasereka Lianabo, chef Maïmaï opérant à Béni, est supposé être le cerveau de l'attaque contre la prison de Kangbayi de Béni. Le 1er juillet dernier a été arrêté par les services de sécurité de la RDC transféré à Kinshasa pour y être jugé. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a en outre au cours de ce point de presse indiqué que 11 miliciens se sont rendus aux troupes loyalistes. Réagissant au communiqué de Médecins sans frontières sur les mesures sécuritaires autour des agents des agences des Nations Unies, Manoj Mounoubaï, porte-parole civil, déplore cette attitude qui dénote un manque de considération. Je ne sais pas ce que MSF nous demande de faire, de croiser les bras, de laisser les groupes armés insécuriser la population, tuer la population. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Ce même ONG qui nous fait un procès ici, n'oublions pas que quand les choses ne vont pas, c'est vers nous qu'ils se tournent. Quand ils ont besoin de protection, c'est vers nous qu'ils se tournent. Au contraire, nous avons mandat de tout faire pour permettre aux humanitaires de faire leur travail et d'assister la population. Quant à l'ultimatum de Bakata Katanga sur la déclaration relative à l'indépendance du Katanga qui expire le 11 juillet, la MONUSCO précise que de part et d'autre, les mesures sécuritaires sont renforcées. Et au Nord Kivu, les partis politiques se préparent à affronter les élections locales, municipales et urbaines en sensibilisant leurs membres. Et hier mardi, c'est les Burek de la majorité présidentielle qui affûtent déjà ses armes en dénonçant toute forme de prise de pouvoir par un coup d'État. C'était au cours d'une matinée politique. Hortense Tabako nous en parle depuis le Nord Kivu. Les partis politiques du Nord Kivu se lancent dans la campagne de formation et de sensibilisation de leurs membres. C'est le cas du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek qui a réuni à Goma ses membres dans une matinée politique. 2 thèmes ont été développés à leur intention. D'abord, l'organisation interne d'un parti politique, puis les fondements du choix de la social-démocratie comme idéologie du Burek. Selon le secrétaire général adjoint de ces partis membres de la majorité présidentielle, la démocratie n'implique pas l'accession au pouvoir par la voie des armes, mais par les élections. Maître David Kamoua. Le tout premier commandement, c'est ce que j'appelle la participation de tous les membres. Le Burek, bien qu'étant l'œuvre de ses membres fondateurs et de l'autorité morale au début, il est aujourd'hui la propriété collective de tous les membres. Nous devons donc individuellement et collectivement nous sentir propriétaires à part entière et non entièrement à part du Burek. Se basant sur les 6 piliers devant alimenter les débats politiques, le nouveau secrétaire fédéral du Burek au Nord Kivu, installé ce même jour, indique que son parti se prépare comme il le faut pour renfler autant de sièges lors des élections provinciales. Mouindo Kiamapelo. Je ne saurais passer sous silence les efforts d'un homme qui a ouvert l'espace politique congolais et que je reconnais comme le père de la démocratie dans notre pays, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. Et heureusement, l'autorité du Burek, Excellence Julien Palouka Ongia, rombi d'esprit d'homme d'État, vous a compris et a décidé de vous accompagner au sein d'une famille politique, celle de la majorité présidentielle, à bord des bateaux politiques appelés Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Pendant ce temps, plus de 60 nouveaux membres, parmi eux des notables de la province, ont adhéré à ce parti politique. En sa qualité de secrétaire interfédéral du Parti du Peuple
pour la reconstruction de la démocratie au Kassai occidental. Le vice-gouverneur du Kassai occidental a animé un point de presse pour éclairer l'Ouest kassaïen sur la fameuse question du détournement des salaires du député dont était victime le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab. Déler Canino est au micro d'Espérant Daniel Kamvoulou et Dieudonné Moulamba. Le secrétaire général, son honneur et sa dignité en jeu, les partis aussi, nous considérons ça que ce sont des manipulations politiciennes. Les enquêtes ont démontré que les arriérés enregistrés étaient plutôt liés à la mauvaise liquidation du budget de l'Assemblée nationale par le gouvernement Muzito. Ce n'est donc pas un détournement des deniers publics. L'argent n'ayant pas été liquidé à temps, le gouvernement Muzito a connu un retard. Et le moment qu'on a liquidé, on a commencé à liquider l'argent, c'était le moment que la nouvelle assemblée devrait être installée. Le bureau provisoire conduit ou présidé par Nkombo Kissi était mis en place. Et il a pris cet argent pour payer les nouveaux députés. Dans la logique où, selon un principe, que lorsqu'on a validé les mandats des nouveaux députés, les anciens députés ne sont plus des députés. Autant donc que les députés nationaux ont apprécié ces rapports qui blanchit l'honorable Évariste Bochab, autant je vous demande, vous tous, Ouest Kassaïens qui avez suivi ces manipulations qui ont été faites autour de la personne de Bochab, je vous demande à ce que vous puissiez avoir une considération respectueuse sur la personne de l'honorable Évariste Bochab, qui est le secrétaire général du PPRD. Il n'y avait pas détournement. Revenons à Kinshasa pour parler de la pose de séparateurs sur les grandes et petites artères de la ville-province de Kinshasa. Eh bien, pour certains conducteurs, elle vient régler certains embouteillages. Une initiative qu'ils saluent, même si les piétons continuent à les enjamber pour traverser la chaussée en breuvant tout danger. Un constat des Arline Bondo, Espérant Daniel Kamboulou et Eric Manouka. Depuis toujours, les embouteillages dans la ville de Kinshasa ont constitué un obstacle pour la circulation normale des personnes et de leurs biens. Souci majeur du gouvernement et de la population. Pour y mettre fin, le gouvernement a posé des séparateurs sur les artères de la ville de Kinshasa, un bon moyen de réguler la circulation routière. Le cas de l'avenue Assosa à Kalamou et les tronçons météo-maternité en Ngaliema. Une initiative saluée par bon nombre de Congolais, surtout des chauffeurs, mais ils déplorent les tracasseries des agents de circulation routière. Nous saluons cette initiative car avec la pose des séparateurs, nous pourrons mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais pour le stationnement, nous chauffeurs ne devons pas nous plier aux caprices de nos clients parce que cela occasionne des embouteillages inutiles. Je suis très content de la pose des séparateurs. Comme ça, nous allons respecter chacun sa bande. Mais ce que je déplore, c'est les tracasseries. L'inconscience de certains piétons les pousse à enjamber le séparateur au risque de leur vie. Un comportement qui n'est pas salué par plus d'un. Il faut effectivement commencer par sensibiliser les gens, leur faire voir ce qu'il faut, ce qu'ils doivent faire. Parce que les chauffeurs, ils doivent d'abord tenir au code de la route. Et ensuite, il faut aussi instruire la population pour connaître effectivement comment ils doivent exploiter la route. Le fait de stationner n'importe où est une occasion de créer des embouteillages inutiles. Le respect des arrêts est bénéfique pour tout le monde. Plus de peur que de mal, un conflit parcellaire opposait le ministère du combat spirituel et l'église, la puissance à Boma. La révérende Dr Elisabeth Maman Olangiwosho a décidé de rencontrer l'évangéliste Kizamina pour lever tout malentendu. Un terrain d'entente a été trouvé à l'issue d'une rencontre entre ces deux hommes de Dieu ce mercredi 10 juillet. Les explications avec Claude Pérouloir.
L'évangéliste Kiziamina Kibila fait son entrée à la résidence du couple Olangui. Ce n'est pas qui viennent lever un malentendu. Depuis un temps, un conflit parcellaire opposait le ministère du combat spirituel et l'église La Puissance à Boma dans le Bas-Congo. Les deux parties se sont même retrouvées devant un tribunal. Informée de la situation par voie médiatique, la révérende Dr Olangui, fervente chrétienne, décide d'appliquer la parole. Elle rencontre l'évangéliste Kiziamina et après des heures de conversation, le malentendu est levé. Les deux hommes de Dieu minimisent même l'affaire. C'est une cause particulière par rapport à un peu de ce qu'il faut produire le terrain des moments. On a trouvé un compromis, tout est liquidé, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, s'il y a eu malentendu parce que papa n'était pas là, maman n'était pas là et puis ça évoluait comme ça. Mais quand ils ont été saisis de la situation, au bout de 2 minutes, on a trouvé un compromis. Il y a eu des incompréhensions concernant leur parcelle là-bas à Bom. Mais je crois qu'avec l'aide du Seigneur, il est venu. Nous avons parlé comme affaire de Dieu et nous avons trouvé la paix, nous avons trouvé vraiment un terrain d'attente et donc il n'y a plus de problème. Le ciel redevient donc bleu. Le docteur Olangui et l'évangéliste Kiziamina saisissent même l'occasion pour appeler les enfants de Dieu à privilégier l'intérêt de Jésus. C'est un exemple à suivre. Aujourd'hui, nous sommes très honteux, déshonorés de voir que de temps en temps que les hommes de Dieu se présentent devant les païens pour des problèmes que nous pouvons régler à notre niveau. Et je pense que c'est un modèle, c'est un témoignage à suivre pour nous tous. Quand il y a des intérêts de Dieu, l'homme doit diminuer et élever Jésus-Christ. Chaque fois qu'on a des problèmes, nous devons d'abord voir la part de Dieu et la part de l'homme. Si c'est vraiment, nous voyons qu'il y a des choses, il faut faire un choix. Nous devons d'abord choisir à élever d'abord Jésus dans cette affaire. À l'heure où les pasteurs offrent des spectacles décevants avec des procès à gauche et à droite, la révérende docteur Olangui a prouvé par cette rencontre sa grandeur d'âme et son attachement aux principes chrétiens. L'évangéliste Kiziamina, lui, quitte la résidence du couple Olangui, sourire aux lèvres. L'affaire est close et le malentendu levé. Sur son trône, Jésus-Christ peut se réjouir. Il a véritablement gagné. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous refermons cette dernière édition d'information de la soirée sur Digital Congo. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 9h Bibi Schmick avant ton puits. Je vous retrouve demain à partir de 23h. Passez une très bonne nuit en compagnie de nos programmes. Ce journal d'information vous est offert par RDL.